Salut à tous, bienvenue au 4e épisode du Super Podcast. Mon nom est Marie-Ève Ricard, je suis bachelière en enseignement de l'éducation physique et à la santé. Je suis aussi instructeur avancé, certifié par Paddle Canada et ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous ma passion pour la planche à pagaie. Donc, on est en plein mois de février et oui, c'est l'hiver, il fait froid, donc pourquoi pas amener un peu de soleil dans notre quotidien avec ce 4e épisode. J'ai des super astuces, des trucs à vous partager. Puis en même temps, moi je suis baignée, là. Même si c'est l'hiver, c'est vraiment la période où je suis en train de planifier mon été. Donc je suis super enthousiaste. Déjà, je suis convaincue qu'on va passer un bel été 2025 sur l'eau avec des cours. J'ai des petites nouveautés pour vous. Et les retraites de paddle reviennent cet été à la Seigneurie du Triton. Si vous aimez les lieux sauvages, mais avec une belle touche de luxe, parce que c'est ça pareil, c'est là. C'est vraiment un endroit fabuleux, ça vaut tellement le déplacement. Donc c'est au Lac-Édouard, un petit peu plus haut que Latuc. Et l'été passé, on a eu l'occasion de faire une retraite de paddle avec des gens fabuleux. C'est 2 nuits, 3 jours en formule, tout inclus. Donc, on a les chambres privées, des salles de bain dans chacune des chambres. C'est vraiment un lieu fabuleux. On a été autant au lever du soleil, coucher de soleil. On s'est promené. On a été faire une belle expédition avec un petit mini portage, juste le trip de vivre ça. Fait que bref, je suis super enthousiaste de revenir cet été avec non pas une, mais 2 retraites à la Seigneurie du Triton. Une en juillet. Donc, c'est un moment super, ça tombe bien au mois de juillet pour aller dans la belle nature sauvage comme ça. C'est une période où il n'y a pas trop de bébits et il va faire beau, il va faire chaud, ça va être génial. Et l'autre période, ça va être une belle nouveauté, c'est à l'automne. Donc, au mois de septembre, on va aller voir les couleurs là-bas, imaginez-vous. Imaginez! Et ceux que ça leur tente, qui ont l'équipement, on va pouvoir faire même de la planche à pagaie! Yeah! Fait que bref, tout ça pour dire que je suis dans ma préparation pour cet été, les cours à Trois-Rivières, les cours à Shawinigan, dans le parc de la Mauricie. Donc, je suis en train de planifier tout ça. Et si jamais vous avez des demandes spéciales, des trucs à me partager, c'est le temps. Je suis dedans, là. Donc, je suis en train de bâtir toute ma petite programmation pour cet été. Fait que bref, tout ça pour dire que même s'il y a de la neige dehors, parce qu'on continue à jouer dehors pareil, hein, même si c'est l'hiver, moi j'adore l'hiver aussi. Donc pour faire de la rando, de la raquette, du crampon, en profiter. Quand on joue dehors, on est toujours content. En tout cas pour moi, même s'il fait froid, je trouve dès qu'on se met en mouvement, ça nous réchauffe. Puis plus on passe du temps à l'extérieur, plus on s'habitue au froid, donc ça vaut la peine d'aller jouer dehors. Et aujourd'hui, je vous ai concocté un nouvel épisode rempli d'astuces. Question de rêver un peu à cet été, puis même de pouvoir se préparer en vue de cet été. Et si ça te tente de faire de la planche à pagaie, ça va pouvoir donner des outils en vue de cette nouvelle saison qui s'en vient. Donc, j'ai des anecdotes, des erreurs aussi à éviter que je vais te partager. C'est tous des éléments que j'aurais voulu savoir un peu dès le début que j'ai commencé à faire de la planche à pagaie. Ça fait déjà plusieurs années. J'étais vers la fin de mon bac, donc j'ai commencé à faire de la planche en 2010, quand c'était très underground. Les gens ne connaissaient pas la planche à pagaie, donc c'était très nouveau au Québec. Et si j'avais su ces éléments-là que je vais vous partager, ça m'aurait sauvé des tracas, des sous, même aussi, du stress, etc. Donc, je vous partage ça aujourd'hui. Êtes-vous bien installés? On part?
à l'attaque. Donc, voici 7 choses essentielles que j'aurais aimé savoir avant de commencer. On va parler de SOP 101. Donc, à l'attaque, premier élément que je te partage, choisir la bonne planche pour toi. Il existe tellement de sortes de planches. On s'y perd, je le sais. Ça finit par être complexe, faut faire des recherches, autant qu'il y en a qui se basent sur le prix. Il y a toutes sortes de gammes de prix. Il y a des rigides, il y a des gonflables, il y a différents matériaux qui s'offrent à nous. Il y a différentes longueurs, largeurs, épaisseurs. C'est sûr que d'avoir le bon matériel pour toi, adapté à ce que tu veux faire, ça change la donne, puis ça rend vraiment la planche à pagaie beaucoup plus agréable. Des fois, il y en a qui vivent une expérience négative, ça n'a pas été le fun, mais c'est sûr que quand on n'a pas la planche adaptée pour nos besoins, je fais souvent le comparatif avec des vélos. Tu sais, tu as des vélos de montagne, vélos de route, tu sais, dépendamment du pneu que tu viens mettre sur ton vélo, tout ça vient, tu sais, aider ou nuire à ta pratique. Donc, c'est super important, de un, d'avoir une planche adaptée à ses besoins. Parfois, je vois, tu sais, peut-être une erreur là-dedans par rapport aux planches. Je vois des fois, les gens, ils prennent des planches larges, là, mais très larges, pour être sûr d'être très stable, parce que largeur égale stabilité. OK? Plus la planche, elle est large, plus on va être stable. Fait que là, ils sont comme, alright, je vais acheter une planche comme de plus que 35 pouces de large, ou même 35 pouces, ça commence à être large quand même, là. C'est sûr que ça dépend de ton poids, de ta grandeur. Est-ce que tu amènes ton chien sur la planche? Est-ce que tu amènes un enfant sur ta planche? Tout ça va déterminer aussi ta stabilité. Sur quel plan d'eau tu vas? Est-ce qu'il y a beaucoup de vagues? Est-ce que c'est un lac tranquille? Est-ce que tu veux que ça soit sportif ou c'est vraiment juste pour te détendre? Un peu comme un quai flottant. Tu veux juste chiller, relaxer. Donc, tout ça vraiment va déterminer. Fait que de prendre le temps de magasiner ta planche, on veut être écologique aussi. Tu sais, parce que acheter une planche que finalement, c'est vraiment pas la bonne, d'un, c'est beaucoup de sous, puis de deux, ben, tu sais, ça devient comme un déchet rapidement. Surtout les planches gonflables. On peut essayer de les revendre aussi, mais tu sais, idéalement, on essaie de les revendre, bien sûr, mais sinon, on veut pas dépenser des sous pour rien. Donc, les conseils que j'aurais à te donner par rapport à une planche, c'est sûr que si tu as l'occasion de les essayer avant, ça l'aide, là. Ça permet de voir, OK, ça, j'aime ça. Parce qu'il y a des planches qui sont plus minces. Plus mince, l'avantage, ça peut aider à rembarquer sur la planche. Ça fait moins haut, donc ça peut t'aider. Ensuite, tu es plus proche de l'eau. Il y en a qui préfèrent ça, meilleur contact avec le plan d'eau. Il y en a qui préfèrent être un petit peu plus haut aussi. Quand on pense aux planches touring, fait que si par exemple, toi, ton but, c'est de sillonner des lacs, de faire de la longue distance, planche touring, c'est super intéressant pour toi. Souvent, les planches touring ont un bout un peu plus pointu à l'avant, donc ça permet d'avoir plus d'espace pour pagayer en ligne droite. Si la planche, elle est trop large, ça va t'empêcher de pagayer en ligne droite efficacement. Parce que pour pagayer en ligne droite, faut réussir à mettre la pagaie le plus possible à la verticale. Donc, vraiment, l'olive, ça, c'est le bout de la pagaie en haut, le pommeau. Donc, l'olive vis-à-vis la pale. La pale, c'est la partie qui va dans l'eau. Fait que ça, on l'a vu le plus possible à la verticale. Et quand tu es capable de mettre ta pagaie à la verticale, ça va t'aider à vraiment aller en ligne droite. Mais plus la planche elle est large, plus faut que tu désaxes ton corps sur les côtés. Donc, ça fait travailler beaucoup plus. C'est plus forçant à la limite. Puis une planche plus large, c'est sûr que la glisse va être moins efficace que si c'est une planche plus étroite. Donc, personnellement, j'aime bien les planches 28 pouces de large, tu sais, comme 30 pouces à peu près. Moi, ça me plaît. Je préfère ça que 32, 35 et même plus. Ensuite de ça, rigide ou gonflable, ça dépend vraiment de ce que tu as en tête avec ta planche. C'est sûr que si tu as l'opportunité d'avoir une rigide,
all-in, rigide pour ma part. La glisse, elle est beaucoup plus plaisante. La sensation sur l'eau, s'il y a des vagues, la réaction, tout ça, c'est vraiment plus plaisant avec une rigide. Et depuis 2010, 2011, j'ai toujours réussi à trouver une place pour ranger ma planche rigide. Je te partage un petit secret. Je rangeais même ma planche dehors, à l'extérieur, sous une galerie. Ça, je l'ai fait quand même quelques années. Ça ne l'a pas abîmé du tout. Tu sais, idéalement, on essaie de ne pas la mettre dans l'eau. Donc, si c'est un endroit où l'eau s'accumule puis que ça gèle, ça dégèle, c'est peut-être pas idéal. Mais même dehors, tu sais, des bonnes planches, là, ma planche, je l'ai encore. Puis elle, elle marche très, très bien. Puis elle a des années, là. Elle a du vécu. Elle a vécu beaucoup de déménagements parce que, voilà, quelques années, je bougeais souvent. Et j'ai toujours réussi à la déménager. J'ai toujours réussi à y trouver une place, même quand j'habitais dans des petits appartements. Il y a toujours des solutions. Bref. Puis souvent, ce que j'aime faire, c'est de l'accrocher. Donc, j'accroche la planche soit dans le sous-sol, soit si j'ai une remise, un garage. Donc, ça permet de libérer l'espace là, facilement. Comme présentement dans le garage où j'habite, j'ai mis mes 2 planches accrochées sur le plafond. Donc, ça permet de libérer l'espace. Puis, c'est un garage qui n'est pas nécessairement chauffé. Puis, il n'y a aucun stress. Les planches restent là intactes, sans problème. Donc voilà, j'espère que ce conseil-là va pouvoir t'aider. De un, prends le temps de magasiner ta planche comme il faut. Je sais que c'est long, mais va dans des endroits où ils peuvent vraiment te conseiller, te donner des bons conseils de pros, des vrais professionnels. Si tu es capable de les essayer, les planches, c'est encore mieux. Tu vas avoir le feeling, tu vas pouvoir dire « OK, non, ça, je préfère. » Tu sais, je t'ai parlé des planches touring, les planches all-around. All-around, c'est un peu plus polyvalent pour faire un peu tout. Si c'est juste pour te balader avec les enfants, etc., ça va être plus stable. Donc, ça peut être une très, très belle option. Il y a des subsurfs, ça tente de jouer un peu dans les vagues. Il y a des planches de course aussi, si jamais tu veux aller dans quelque chose d'un petit peu plus sportif. Fait qu'il y a vraiment plusieurs styles de planches. Et quand tu achètes une planche, essaie de l'acheter dans un endroit où tu as un super service à la clientèle. Ça va faire une énorme différence sur ton expérience d'achat de 1 et de 2. Souvent, les gonflables, bien, toutes les gonflables sont faites en Asie à cause qu'au Canada, on ne peut pas avoir cette colle-là, c'est toxique. Donc, côté environnemental, on ne peut pas, mais on peut les importer. Donc, les planches gonflables, souvent, ça peut arriver. Je dis souvent, mais ça peut arriver que soit les tapis d'école, soit les pourtours d'une planche d'école. Donc, si tu as un excellent service à la clientèle, ben la personne va pouvoir te l'échanger sans problème, sans stress. Et avec le temps, la colle peut sécher. Donc, ça peut être aussi pour la faire réparer après. Donc, de demander à l'endroit où tu l'achètes, est-ce que vous réparez les planches? Ça détermine beaucoup aussi la longévité. Tu sais, si c'est juste des vendeurs ou c'est vraiment des passionnés de planches puis qui veulent éviter là, un impact environnemental, donc versus d'être obligé de l'acheter. Donc, voilà des petits trucs que je te partage pour mon premier point. Deuxième point, et si tu as des questions là, pendant que tu m'écoutes, n'hésite pas à me les envoyer. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre, autant sur les réseaux, autant dans le prochain épisode. J'aime ça vous lire de 1, puis de 2, ben, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je suis là pour vous partager les petites connaissances que j'ai acquises avec le temps. Et j'en apprends toujours à tous les jours aussi. Donc, autant si c'est pour m'en apprendre, n'hésitez pas, je pourrais partager l'info avec grand plaisir aussi, autant si c'est des questions. Donc, numéro 2, deuxième truc sur 7, d'avoir une bonne pagaie. Si, tu sais, de 1, avoir une bonne planche, c'est important, mais si tu as quelque chose à acheter, tu sais, à te gâter sur quelque chose, c'est la pagaie. On en donne des coups de pagaie, là. Puis quand il faut se sortir d'un vent plus dominant, d'un vent plus fort, bien, d'avoir une bonne pagaie légère, solide, que t'aimes, qui est confortable, parce que des pagaies qui sont plus lourdes, bien, c'est plus dur musculairement, ça va être certain.
Donc, je te recommande vraiment de tester aussi des différentes pagaies. Il y en a qui sont en fibre de carbone. Carbone, c'est plus léger, plus fragile par contre. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas un type de pagaie qu'on lance à terre, qu'on échappe à terre, qu'on cogne dans la roche, dans le sable. Il faut vraiment manipuler doucement. Mais fibre de carbone, si le manche et la pale est en fibre de carbone, ça va être nettement plus léger pour toi. Souvent, ils mélangent fibre de carbone et fibre de verre ou composite, donc ça peut être une belle alternative aussi. Ça la rend un petit peu plus solide. Des fois, ça peut la mettre un petit peu plus lourde, mais elle peut être plus durable dans le temps versus une pagaie en aluminium ou en plastique. Souvent, dans des kits, on va voir ça. Ça va être des pagaies en plastique ou des pagaies en aluminium ou un mélange des deux. Le manche en alu, la pale en plastique. C'est sûr que, tu sais, en plastique, même si on la cogne à terre, ça va être très résistant, ça peut durer très longtemps, mais quand tu essaies une pagaie en carbone, après ça, crois-moi, ça crée un besoin. Tu vas vraiment apprécier les pagaies plus légères, autant chaque coup de pagaie va être plus performant. Il existe aussi des pagaies plus étroites, plus larges, donc de l'essayer. C'est ça qui est le truc. Ça va te permettre de voir. Il y en a avec différentes inclinaisons aussi. On sait que les pagaies sont penchées vers l'avant, inclinées vers l'avant, un peu comme une palette de casquettes dans les airs. Donc, dépendamment de l'inclinaison aussi, plus on en essaie, plus ça nous permet de faire comme « Ah ouais, intéressant! » Il y en a des pagaies aussi plus flexibles. Donc, tout ça compte. Puis si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus... de faire des balades plus agréables, mais ça compte, tu sais, ça compte vraiment. Un peu comme si tu fais de la course puis que tu as des running un peu super high-tech, faites pour ton pied, etc., versus des running avec une semelle super dure, etc. Donc, c'est sûr ça va avoir un impact sur ta balade, assurément. Puis, ça l'explique aussi des fois pourquoi, quand tu t'en vas faire du paddle avec des amis, ça se peut que toi, tu traînes la patte, là. Si ta planche est super large, elle est grosse, elle est lourde, après ça, tu as une pagaie plus lourde, tout ça compte, là, tu sais. T'as beau être fort, mais l'équipement va jouer énormément pour le plaisir de pagayer. Donc ça, c'était mon deuxième truc par rapport à avoir une bonne pagaie. C'est sûr que si tu as l'occasion, ben pagaie en fibre de carbone, c'est top. Et sinon, alu. Et par la suite, sinon, ça pourrait être... Ben, avant alu, il y aurait fibre de verre, après ça, alu, puis après ça, plastique. La bonne hauteur aussi de pagaie, pendant que j'y pense, je parle de pagaie, c'est important de l'ajuster à la bonne hauteur aussi. Fais tes propres tests. Fais-toi confiance. Au début, on aime souvent avoir la pagaie au niveau du poignet. Donc, l'olive, qui est le pommeau en haut complètement de la pagaie, on veut que ce pommeau-là arrive au niveau du poignet. Au début, souvent, c'est le type d'ajustement qu'on va faire. Puis après ça, ben, quand ça va bien, puis qu'on a une meilleure technique de pagaie, on peut la descendre. Donc, plus au niveau en bas du poignet, milieu de l'avant-bras, 3/4, milieu, etc. Puis fais tes tests. Parce que si tu vas le voir, si tu mets ta pagaie trop haute, souvent les gens ont l'habitude de mettre ça vraiment trop haut, c'est pas ergonomique pour tes épaules. Les épaules, c'est fragile, hein? Puis on en fait des coups de pagaie, donc il faut avoir les épaules solides, donc c'est important de l'ajuster pas trop haute. Si tu hésites à la mettre plus haute ou moins haute, mets-la moins haute. C'est souvent ce que je dis. Donc trop haute, ça peut être dommageable même pour les épaules, donc vaut mieux y aller conservateur. Puis niveau du poignet ou en bas, puis plus on fait une conduite plus sportive, plus on va vouloir descendre l'olive au niveau du milieu de l'avant-bras environ. Ça va dépendre aussi de la hauteur de ta planche. Personnellement, tu vas remarquer, des fois, il y a des pagaies qu'on coupe à la hauteur de la personne, puis ça la fait plus légère vu qu'elle n'a pas différentes sections. Ça la fait plus stable aussi, il y a moins de mouvement. Tu sais, des fois, quand il y a des jonctions, ça peut faire des
des petits mouvements sur la pagaie à chaque coup de pagaie. Mais personnellement, d'avoir une pagaie coupée à ma hauteur, selon la planche que j'utilise, faut que j'ajuste ma pagaie. Fait que ça vaut la peine d'avoir 2 morceaux au moins, donc une hybride, pour être capable de monter le manche ou le descendre selon la planche que tu utilises. Gonflable, rigide, une planche touring, tu es beaucoup plus haut, tu es quand même beaucoup plus décollé de l'eau versus une planche plus, ça peut être une all-around que tu vas être vraiment plus collé sur l'eau, subsurf aussi, donc voilà. 3e truc, protéger son aileron. Et oui, j'aurais voulu connaître ces trucs-là dès le départ, vraiment. Un aileron, là, c'est ce qui est le plus fragile sur ta planche. Quand je donne mes cours, c'est la première affaire que j'essaie de dire aux gens. On n'a pas le réflexe de protéger peut-être son aileron. C'est juste un petit bout de plastique. Mais sérieusement, un aileron, c'est comme... Essaye d'aller sur l'eau, pas d'aileron, tu pourras pas avancer. Tu vas juste tourner en rond. Aileron égale direction. Fait que c'est vraiment, vraiment essentiel pour ta direction d'avoir ton aileron. Donc, tu sais, de mettre la planche à côté sur l'aileron, non, ça peut briser l'aileron, ça peut briser le socle, ça peut endommager. L'aileron est fragile, donc on met toujours l'aileron vers le ciel. Donc, on met toujours la planche comme à l'envers quand on la met au sol. Ça l'évite aussi, tu sais, mettons quelqu'un pile dessus, là, tu sais, c'est sûr que l'aileron n'est pas fait pour absorber ce poids-là sur terre. Fait que ça, c'est super important. Puis, en même temps, l'aileron, dès qu'on marche avec notre planche, on veut la protéger. Fait que tu as le choix. Soit que tu l'enlèves, puis là, ça te permet de marcher sans te soucier de l'aileron, ou si tu as l'aileron sur ta planche, bien à ce moment-là, tu peux garder l'aileron devant toi. C'est ce qu'on nous apprend aussi avec Paddle Canada quand on a la formation. Donc, c'est de laisser l'aileron devant nous. Fait qu'on traîne la planche comme à l'envers. Le nez de la planche est derrière, la queue de la planche est devant nous. On peut voir l'aileron, puis ça évite qu'on accroche quoi que ce soit avec. Il y a différentes qualités d'ailerons aussi. Il y en a en plastique, il y en a en fibre de verre. Il y en a qui sont plus fragiles aussi. Puis il y a différentes grandeurs d'ailerons. Tout ça influence assurément la conduite et la direction. Donc, d'avoir un aileron un petit peu plus large, un petit peu plus profond, ça peut t'aider à avoir des directions encore plus franches. Donc, voilà. Puis, en même temps, quand on se promène sur l'eau, il faut toujours rester alerte aux rochers, aux objets flottants non identifiés. On ne veut pas accrocher l'aileron. Même quand on passe proche des bouées, on ne veut pas accrocher son aileron sur une corde, sur une roche. Si on rentre en contact avec une roche, là, ça peut être final. L'aileron brise, puis ça fait qu'on est pris, là. Faut revenir en nageant. Tu sais, ça peut être même à la limite dangereux quand même, là, d'avoir un aileron brisé. Donc, des fois, ça peut être une façon sécuritaire d'entraîner un deuxième au cas où, si jamais tu vas faire une très longue randonnée. Donc, sois alerte et sois conscient que ton aileron est essentiel. Planche essentielle, pagaie essentielle, aileron, tu ne pourrais pas faire de paddle sans ton aileron. Impossible. Fait que tu ne veux pas non plus le perdre pendant que tu pagaies. Si tu vas faire de la rivière puis qu'il y a des roches, il y a des ailerons plus courts, je te recommande fortement. Ça va éviter d'accrocher puis de perdre ton aileron. Donc voilà, tu en as absolument besoin, c'est sûr. Donc voilà pour les ailerons. J'espère que ça te donne des bons trucs. Donc, de un, d'être conscient de protéger ton aileron le plus possible. Et aussi, par rapport aux ailerons, dernier petit détail, il existe différents socles, différents types d'ailerons. Il y a des US Box qu'on appelle. Ça, c'est la boîte qui accueille l'aileron qu'on peut mettre l'aileron USA, finalement, américain, mais c'est comme le plus polyvalent. Personnellement, c'est mon préf. Cet aileron-là, on le met sur la planche avec une vis, on le visse sur la planche, dans le socle plutôt. Donc, il y a différents ailerons aussi que c'est
une petite languette qu'on glisse et c'est comme ça qu'on barre. Mais dépendamment du type d'aileron que tu veux avoir un aileron qui se change facilement. Tu sais, si jamais il arrive quoi que ce soit à ton aileron, ben ça va être facile de trouver un autre type un autre spare d'aileron pour mettre dessus. Voilà! Ça, c'était pour les ailerons, donc mon troisième point, mon troisième truc. Maintenant, je continue toujours avec mon SOP 101. Le quatrième point, c'est les barres de toit ne sont pas nécessaires. Et écoute, comment dire, je n'ai jamais eu de barre de toit encore sur mes voitures. Et j'ai toujours eu une planche rigide depuis les années que je fais du paddle. Et j'ai toujours mis ma planche sur mon toit. Ça ne rentre pas dans une voiture, une planche de 10-11 pieds. Donc, sur le toit, avec des foams. En 2011, dans ces années-là, il n'y avait pas de foam spécifiquement créé pour les paddles. À cette heure, il y a de tout. Le paddle a vraiment fait une belle expansion, donc ça permet d'avoir encore plus de choix d'objets, dont des barres de toit. En foam, moi, ce que j'avais acheté, c'était des foams de kayak, tout simplement. Donc, 2 foams de kayak et je les ai encore. J'ai fait une vidéo, je vais essayer de vous mettre le lien si je suis capable dans les commentaires. J'avais fait une vidéo pour expliquer justement comment je mets simplement ma planche sur mon toit avec 2 foams, 2 straps. Merci, bonsoir, c'est fini. Donc, je n'ai jamais encore acheté de barre de toit. Un jour, peut-être, je vais me gâter, puis je vais en acheter, mais pour l'instant, je n'ai toujours pas ressenti le besoin et j'entraîne des planches, là. Depuis que je donne des cours, j'en empile parfois 3 à 4 sur mon toit, des planches gonflables et des rigides à travers. Fait que foam de kayak, il y a des foams de paddle aussi. Prenez des foams de paddle si ça vous tente. Et ce que je fais, c'est que je dépose les foams, je dépose les planches et je strap. Wink! Je sers, c'est des straps d'entraînement en plus. Donc, c'est des straps que j'utilisais dans le temps pour des anneaux, là, tu sais, quand on s'entraînait avec des anneaux. Là. Il y a eu une pause de ça. Un peu comme des TRX. Là. Fait que bref, ça peut supporter mon poids très, très facilement. Ça tient les planches all the way. J'ai jamais eu de problème. Je roule avec ça sur mon toit. Que ça soit une planche, 2 planches, 3 planches, 4 planches. 4 planches, ça commence à être haut, mais sur l'autoroute, oh yes! Pas de bord de toit, ça le fait en masse. Même sur des routes où on croise, c'est juste que quand on croise des grosses vannes, si j'y pense pas, ben c'est la succion du vent fait que ça brasse un petit peu plus les planches, mais ça n'a jamais brisé. Je n'ai jamais reçu de roche non plus sur mes planches qui a chippé mes rigides. Si vous avez des étuis, vous pouvez laisser les planches dans les étuis, bien sûr, mais moi, j'y vais plus d'un style nude, donc je les mets direct sur mon toit. Puis c'est ça, jamais eu de roche, jamais eu de bris. Puis j'ai déjà entendu des histoires de racks de toit qui étaient mal fixés sur les toits et qui sont partis avec la planche avec. Donc ça fait mal. Ça fait vraiment mal, tandis qu'avec mes straps bien serrés, mais pas trop, on ne veut pas faire craquer les planches, surtout les rigides sont plus fragiles, mais on serre, pas trop non plus, mais juste comme faut avec le poids du corps. C'est tout ça que j'explique dans mon autre petite vidéo. Je vous mettrai le lien, là, vous irez voir ça. Donc voilà, puis même une planche gonflable, là, je vous l'ai dit, mais je dis spécifiquement, une planche gonflable sur un toit, ça le fait, là. C'est bien correct. Strap ça, bingo, t'as pas à la gonfler, dégonfler. Perso, mes planches gonflables que j'utilise pour mes cours, là, j'y regonfle à chaque mois l'été. Fait que tu sais, je donne juin, juillet, août. Fait que c'est sûr qu'au moins une fois par mois, j'y regonfle un petit peu, mais tu sais, souvent, les bonnes planches ne perdent pas d'air, là. Ça le fait, là. C'est normal qu'après un certain temps, surtout s'il y a fait des grosses chaleurs, il y a des changements de température, ben ça vaut la peine des fois de repomper un peu. Mais voilà! Donc ça, c'est une belle astuce d'oser mettre sa planche gonflable sur son toit. Oui! Ben oui!
Ça vous sauve de l'espace, comme moi j'ai 2 chiens. Le coffre, c'est les chiens, la planche sur le toit, puis voilà, ça fait que ça laisse encore plus d'espace pour ranger du stock dans l'auto. Voilà, 5e truc, le VFI est indispensable. Indispensable, c'est ta sécurité. OK? Fait que même pour les pros, on porte notre VFI. C'est ça, on le porte. Je sais pas, j'allais dire comme des fois, il y a des genres de modes que c'est pas cute d'avoir un VFI, mais c'est pas d'être cute ou pas cute, c'est d'être brillant, puis c'est d'être en sécurité. C'est pas d'avoir un bronzing égal ou peu importe. Bref, c'est d'être brillant. Donc, ta sécurité est plus importante que ton look, assurément. Surtout en paddle, surtout sur l'eau. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu peux être le meilleur nageur au monde. Si tu tombes la tête sur une roche, tu tombes inconscient, tu ne sauras pas nager, là. Et ça va grandement nuire aux autres gens d'essayer de te ramasser si tu n'as pas de VFI. Donc, c'est pour toi et pour les autres. Tu portes un VFI, une veste de flottaison. Donc, il existe différentes qualités. Fait que tu as l'embarras du choix. Super important d'acheter un VFI. Il y en a de tous les prix, hein? Mais d'acheter un VFI qui est confortable, que tu te sens bien dedans, qui n'est pas trop chaud, parce que l'été, il fait chaud, surtout quand on pagaie. Fait que essaie différents styles de VFI. Personnellement, c'est ça. J'en ai fait différents. Même ceux à bon marché, des fois, je les trouvais très... Il y en a qui m'ont fait pendant très longtemps. C'était bien correct. Puis, c'est surtout, fais attention que le VFI soit bien homologué pour le Canada. Si tu achètes ton VFI en ligne sur différentes plateformes, ben ça se peut que ça vienne d'un autre pays, puis ce n'est pas homologué pour le Canada. Donc, si tu te fais arrêter par la garde côtière, ben tu pourras avoir un ticket comme sur la route si tu n'as pas ta ceinture de sécurité. Donc, si tu as un VFI, mais qui n'est pas homologué par Transport Canada, tu pourrais avoir un ticket. Donc, voilà. Donc, VFI, différentes qualités, magasine-les. Moi, personnellement, les Mustang, j'aime beaucoup. J'en ai un plastron qui peut avoir une double expansion. Là. Déjà, il flotte et déjà, il me permet de flotter si je tombe à l'eau. Puis en plus, il y a une petite poignée d'urgence que si je tire dessus, ben pouf! Ça permet de gonfler encore plus. Donc, autant sur un lac, autant sur une rivière, autant si tu vas sur la mer, n'importe où si tu vas, mets ton VFI, c'est une question de sécurité pour toi et même pour aider si jamais d'autres personnes ont besoin de te rescaper. 6e truc, une montre GPS. Ça permet de mieux calibrer l'énergie. Depuis que j'ai commencé à donner des cours de planche à pagaie, je me suis vite outillée d'une montre GPS. Je te dis laquelle que j'ai, là, juste par partage. J'y étais avec une Garmin parce que côté GPS, c'est comme que tu aies du réseau ou pas, ça le fait. Là, je sais qu'Apple, ils ont sorti aussi une montre que même si tu n'as pas de réseau, tu peux avoir le GPS, mais côté coût, elle est chère. Mais bref, c'est sûr que ça continue d'évoluer. Mais personnellement, j'aime beaucoup avoir ma montre dès que je commence sur l'eau, surtout quand je suis seule. Avec mes cours aussi, avec le temps, je développe mes repères aussi, mais quand je découvre un nouveau plan d'eau, etc., j'adore avoir ma montre GPS, je la pars et ça me permet de savoir combien de kilomètres j'ai fait. Tu sais, je sais que, mettons, faire 5 km en paddle, même si j'ai du gros vent d'en face, mon énergie va être correcte, je vais être capable. Donc, mais là, à partir du moment où si j'ai fait, mettons, 3 km, 4 km juste à l'aller, puis que surtout, je vois que le vent se lève, bien là, je sais que ça va me prendre beaucoup de jus, là. Donc, ça me permet de gager de 1, est-ce qu'il faut que je tourne de bord? De 2, est-ce que je peux continuer? Puis, en même temps, ça me permet de voir un peu ma vitesse, etc. Donc, il y a des stats qui viennent avec ça intéressantes, mais c'est beaucoup niveau sécurité et niveau gestion d'énergie. Donc, montre GPS, super pratique. Ça permet de savoir un peu, là, c'est parce que sur l'eau, des fois, on perd
notre repère aussi. Surtout si on s'en va vers le large, des fois, là, on est comme, non, je suis à côté. Check sur ta montre, tu as peut-être déjà fait 1 kilomètre. Tu es à 1 kilomètre de la rive, là. Fait que ça permet de mieux connaître où est-ce qu'on se positionne sur l'eau. Voilà, je suis déjà rendue au dernier. 7e point, comment bien pagayer. Ça là, ça s'apprend là, comment bien pagayer. Ça évite bien des erreurs courantes. Souvent, les gens qui viennent dans mes cours, on commence par la base. Il faut rester en équilibre, il faut être capable de contrôler sa planche. Puis après ça, comment pagayer? On veut pagayer en ligne droite parce que c'est gossant zigzaguer. Il y a des façons de bien pagayer en ligne droite. Déjà, je vous le disais, avec la pagaie, l'olive vis-à-vis la pale, c'est déjà grandement, ça l'aide énormément. Sinon, aussi d'avoir une planche pas trop large, ça va aider à aller en ligne droite. Et aussi d'avoir un coup de pagaie efficace, d'utiliser tout son corps. Si on fait juste pagayer avec le haut du corps, juste les bras, ben on se fatigue. Qu'on soit un homme ou une femme, on va se brûler juste à pagayer avec le haut du corps. C'est vraiment nécessaire de pagayer avec tout le corps. On tombe sur notre pagaie à chaque coup. J'utilise mes dorsaux. Les dorsaux sont forts. J'utilise mes cuisses. Les quads sont super forts. J'utilise mes fessiers, mes ischios même. Donc, c'est ce qui fait que le paddle est un sport tellement complet aussi. Puis c'est tellement le fun d'être debout. Hein? On est tellement souvent assis. Donc, ça permet de travailler les jambes, les muscles stabilisateurs, les abdos aussi, full pin, les dorsaux, les épaules travaillent aussi, mais beaucoup moins que si je fais juste pagayer du haut du corps. Donc, d'utiliser tout son corps, de pousser avec le bras par-dessus. On n'est pas là pour tirer la pagaie, on est là pour pousser avec la main du dessus. C'est super important. Donc, des fois, si tu as à mettre de l'énergie ou tu es rendu à un stade où tu veux améliorer ton coup de pagaie, ça peut valoir la peine de prendre un cours juste pour peaufiner ton coup de pagaie, de l'améliorer autant pour aller en ligne droite, autant pour sauver de l'énergie. Et avec le temps, quand tu as un super de bon coup de pagaie, ça te permet d'aller plus loin. Donc, ça te permet d'explorer un lac beaucoup moins stressé. Comme quand j'ai été en Martinique, j'étais sur la mer. Puis, c'est un autre game, la mer, là. C'est des c'est des vagues différentes de quand je donne mes cours sur le fleuve. Sur le fleuve, il y a des proche du lac Saint-Pierre, il y a aussi des vagues. Mais là, c'est différent. Puis, sur la mer, il y a des courants, etc. Mais je me sentais... On finit par connaître nos habiletés. En sachant comment bien pagayer efficacement, je sais comment ne pas tout brûler mon énergie. Et en plus, on peut bien pagayer à genoux. Au début, là, savoir bien pagayer, on peut le commencer à genoux. C'est un beau step. Puis pour vrai, si je finis par être brûlée, ou s'il y a trop de vent, ben je vais mettre à genoux en pagaie, en planche à pagaie. C'est correct, là. C'est légal. On peut être, quand on fait des sorties de plaisance, dans des courses, c'est d'autres choses, mais des sorties de plaisance, pourquoi pas? Je me mets à genoux, pas de stress, si c'est nécessaire. Fait qu'à partir du moment où je passe de debout à genoux, ben ça change un peu la dynamique, ça me permet d'allonger un peu, de me donner un peu plus d'énergie. Et sinon, on peut même être assis. En position assise, c'est correct aussi. Et là, les abdominaux travaillent encore un peu plus. Ça fait penser un peu à une position kayak. Mais c'est pour ça, tu sais, quand je suis dans une situation où là, oups, le vent se lève, tant aussi longtemps que je suis capable de rester debout, personnellement, je préfère rester debout. Ça me permet d'avoir un coup de pagaie encore plus fort. Mais si j'ai besoin, je sais mentalement qu'il me reste la position à genoux. Et en plus, il me reste la position assise. Fait que je peux alterner debout, à genoux, assis, puis je vais continuer d'avancer, là. C'est juste que ça va travailler un peu différemment, ça va enlever le mal de place pendant que je suis dans une position, etc. Donc, de savoir bien pagayer, ça va te sauver
ça va t'enlever du stress, ça va faire que tu vas pouvoir explorer encore plus, être encore plus en sécurité aussi. Tu vas pouvoir te sortir plus facilement de certaines situations, surtout s'il y a du courant ou quoi que ce soit. Ou du vent, ce qui peut très bien arriver. Des fois, le vent se lève spontanément. Moi, personnellement, à cette heure, je suis comme « Youpi! Un beau défi! J'adore le vent, j'adore les vagues. » Mais il a fallu que je fasse beaucoup de sorties sur l'eau avant d'avoir cette aisance-là, puis d'embrasser ce que Dame Nature m'envoie comme ça, comme beau petit défi, comme workout. Donc, si je récapitule les 7 points que je viens de te parler, le premier point, c'était de choisir la bonne planche pour toi. Il y en a plein de types de planches, mais trouve celle qui est bonne pour toi, selon ce que tu veux faire avec ta planche. Achète-la d'un bon magasin, d'une place où tu as un super service. Si tu es capable de l'essayer, c'est encore mieux. S'ils peuvent en plus te la réparer s'il arrive un bris, c'est encore beaucoup mieux. Puis s'il y a une garantie sur ta planche, ça vaut la peine aussi. Ensuite, deuxième truc, c'était d'avoir une bonne pagaie, légère et ajustée à la bonne hauteur aussi. Le troisième point, c'était de protéger ton aileron. Ton aileron est très précieux et c'est ce qui est le plus fragile sur ta planche. Fais-y attention, laisse pas ta planche à côté sur ton aileron. Range ta planche tout le temps comme à l'envers, l'aileron dans les airs. Prends soin de ton aileron, accroche pas des roches, des branches, etc. Fais attention, éloigne-toi de ces objets-là. Puis quand tu en vois puis que tu es en groupe, tu peux le dire aux gens. « Hey, attention, il y a une roche là. » Donc comme ça évite les gens d'accrocher aussi. Quatrième truc, c'était les bords de toit ne sont pas nécessaires. Pas besoin. Je te sauve des sous là. 2 faumes, 2 straps. Merci, bonsoir. Fais juste attention avec le point 4 pour les bords de toit. S'ils mouillent, ça dépend. Quand j'avais mon autre voiture, ça rentrait jamais l'eau. Là, avec cette voiture-là, des fois, l'eau entre quand je roule et qu'il mouille. Donc, il faut juste faire un peu attention. Mais sinon, ça se peut que tes rubbers sur le bord de la porte bloquent tout. Mais ça se peut que l'eau entre un petit peu. Fait que dans ce temps-là, je mets des guenilles sur le bord de mes straps, sur le bord des fenêtres, mais ne pas laisser les straps sur ton toit pendant toute la nuit, tu sais. Parce que là, s'ils mouillent, l'eau peut suivre le chemin, vaut mieux les enlever. Voilà! Ensuite, 5e, je t'ai partagé les différents trucs de VFI, puis comment que c'est indispensable. Même les pros mettre des VFI, là. On est rendu là. C'est ta sécurité, avant tout, bien sûr. Numéro 6, montre GPS. C'est mon petit gadget que je ne pourrais plus m'en passer en planche à pagaie pour gager mon énergie, calibrer mon énergie, savoir la distance que je fais. Ça m'aide, puis là, savoir le temps. Ça m'a pris tant de temps faire tant de kilos. Est-ce que le vent est en ma faveur pour le retour ou l'inverse? Donc, est-ce que ça va doubler mon temps? Ça me permet vraiment de mieux évaluer mes distances et avoir des sorties super plaisantes en gérant mon énergie. Et le dernier, c'était comment bien pagayer. Donc, si tu as l'occasion d'améliorer des skills, c'est ton coup de pagaie. Puis, tu peux améliorer ton coup de pagaie aussi en faisant des tests. Teste ta façon de pagayer. Qu'est-ce qui te rend le plus confortable? Donc déjà, on sait qu'il faut pencher vers l'avant, appuyer super fort avec la main sur le dessus. Ça permet d'utiliser les grands dorsaux. Après ça, on veut que la pagaie, l'olive soit vis-à-vis la pale. Tu peux te filmer. Ça te permet de voir un peu ton type de position, de posture à chaque coup de pagaie. T'es avec des amis aussi. Un ami peut te filmer, etc. Donc, vous pouvez observer ça. C'est sûr qu'on est toujours gagnant d'avoir une bonne technique de pagaie, que ça soit debout, que ça soit à genoux ou même assis. Donc, voilà, c'était mes trucs 101 pour le stand-up paddle, la planche à pagaie. Est-ce que ça t'aide? Je suis curieuse. Est-ce que tu en tires des petits trucs à travers ces éléments-là? Fait que dès cet été, tu vas pouvoir tester ces conseils-là, puis peut-être même déjà là, tu es en train de chercher des planches. C'est sûr que si je me fie à l'été passé, il y a eu des super beaux rabais juste avant l'été.
Donc, des fois, ils font des méga spéciaux avant l'été pour démarrer la saison. Fait que ça peut être un beau moment aussi pour s'équiper en planche, en pagaie plus légère, etc. Fait que, n'hésite pas de partager cet épisode-là avec d'autres passionnés de stand-up paddle. Peut-être que ça va pouvoir les aider aussi. Si tu as des questions, des commentaires, ça me fait toujours plaisir de te lire. Merci de me suivre, autant avec le super podcast que sur mes réseaux. Donc, autant sur TikTok, autant sur Instagram, Facebook, YouTube, Alouette. Donc, merci pour ça, puis j'ai déjà hâte de te partager le prochain épisode. Oh yeah! Donc, je te souhaite une belle journée. Bye bye!